Bienvenue dans Sublimez vous, un podcast qui aligne beauté et confiance en soi. Une fois toutes les 2 semaines, je reçois un invité très spécial qui vous donnera confiance en vous. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance de recevoir le docteur Alexandre Lelouch, que j'ai choisi évidemment par son parcours, mais également par sa personnalité. La plupart de mes patientes ont 30 ans pour faire du botox. Il est chercheur, chirurgien esthétique, enseignant. Vous avez quel âge? Il est reconnu pour ses spécialités, mais également pour son approche humaine, éthique et rassurante. Aujourd'hui, vous verrez le docteur Alexandre Lelouch comme vous ne l'avez jamais vu. Nous allons casser ensemble les clichés sur la chirurgie esthétique et apprendre à avoir confiance en soi. Deuxième épisode de Sublimez-vous. On n'opère pas une poitrine, on n'opère pas un nez, on n'opère pas une bouche, on opère une patiente. Bonjour Alex. Salut Abby, ça va? Très contente d'être avec toi pour ce deuxième épisode. Sache que ton épisode est hyper attendu. Ah. J'ai plein de questions à te poser. J'espère que tu es prêt. Allez, je à suis te prêt. montrer sous un visage totalement inédit. Détente? Détente. On va essayer. T'es détendu là? Ouais, je suis grave Tu détendu. m'as l'air au Ouais. top. Ouais, au top. Grosse C'est journée. beau, sympa, ouais, grosse journée, mais c'est bien. C'est bien. Ouais. Ok. Si on devait rembobiner, si tu devais nous raconter d'où tu viens, qui es-tu? Qui es-tu, docteur Alexandre Lelouch? Quelqu'un de très occupé, Très visiblement. occupé. Attends, voilà, c'est Nathalie Portman. Ouais, Écoute, rapidement, j'ai toujours voulu être médecin depuis que je suis né, depuis l'âge de 5 ans. Alors j'étais assez très promu par mon grand-père qui voulait vraiment me voir médecin, qui me voyait médecin depuis que j'étais tout petit. D'ailleurs, il m'envoyait des lettres quand j'avais 5 ans avec docteur Lelouch. J'avais 5 ans. C'est vrai? Ah ouais, à 5 ans, il m'envoyait ces lettres-là. Et donc du coup, j'étais un peu conditionné. Et puis c'est vrai que j'ai toujours été attiré par ce métier-là, donc je me suis jamais vraiment posé la question qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Après, c'est sûr qu'à 5 ans, on sait pas qu'on veut être chirurgien plasticien. En général, on veut être... En général, on veut être docteur, on veut soigner. En tout cas, de plus en plus quand même. On veut dire le métier de médecin, c'est un métier quand même qui donne envie parce qu'on soigne les gens, parce qu'on aide, etc. Après, la spécialité, ça on sait pas. Alors par contre, c'est vrai qu'au début, je voulais pas faire chirurgien plasticien, je me voyais chirurgien cardiaque. Et en fait, j'ai commencé à faire les stages. Tu voulais sauver des vies, quoi. Ouais, je voulais sauver des vies et j'ai commencé à faire des stages et c'est vrai que en fait, je suis tombé. Alors ça, c'est un peu comme tous les étudiants en médecine, c'est que dès qu'ils vont à l'hôpital, en fait, ils voient par quoi ils sont attirés. Et c'est vrai que moi, je suis passé dans les services de chirurgie plastique et j'étais tout de suite attiré par en fait la reconstruction, par l'esthétique, la chirurgie de la face. Et c'est vrai que j'étais hyper attiré et c'est ça qui m'a amené à vouloir ce métier. Est-ce que tu te rappelles de ta première opération? Alors en fait c'est quelque chose de progressif, c'est-à-dire qu'on fait jamais une première intervention. En fait c'est comme quand tu fais des Lego. Au début, tu vas faire un petit Lego, tu vas mettre une brique sur une brique. Après, le lendemain, tu vas faire une brique et tu vas rajouter une roue. Et au bout d'un moment, tu sais pas ce qui s'est passé, mais tu as construit tout le Lego avec la super voiture. Moi, je dis pas ça parce que j'ai un enfant qui a des Lego, mais en tout cas, c'est un peu ça que ça me donne l'impression d'une chirurgie. C'est-à-dire qu'on vient pas, on n'atterrit pas du jour au lendemain en train de faire une chirurgie compliquée. Ça vient hyper progressivement et se rappeler la première. Alors, là, pour le coup, oui, je m'en souviens. Parce qu'on en parle, ouais, là, je m'en souviens, avant-première. Donc, je me souviens, j'étais en stage infirmier. Okay. Alors, c'est pas moi, j'ai regardé ma première intervention. C'était quoi comme opération? C'était le docteur Ilion, c'était une femme chirurgienne cardiaque. Et elle avait fait un changement de valve mitrale. Et donc, je me souviens comment elle changeait la valve avec tous ces points, comment elle arrivait à changer la valve. Et je trouvais ça absolument incroyable. Et c'est vrai que le métier de chirurgie, le fait de pouvoir, on va dire, voir le corps humain comme quelque chose de réparable, c'est ça qui m'a vraiment attiré. Et du coup, donc t'es pas que chirurgien esthétique. Et c'est vrai que quand on est médecin, on fait 6 ans, on va dire, de tronc commun. Et après, en fait, on choisit la spécialité. Moi, j'ai choisi la spécialité chirurgien plasticien, ça s'appelle chirurgie plastique. Et donc, j'ai fait mon internat à Paris, mais en parallèle, en fait, j'ai toujours été attiré par la recherche. Et ça, c'est un peu beaucoup de questions d'étudiants disent quand est-ce qu'on commence la recherche, avant, après l'internat, etc. Je pense que le timing, c'est un peu comme on le sent et aussi par rapport au ce qui est pratique dans sa vie aussi. Et moi, c'est vrai que, en fait, quand je suis devenu interne, j'ai eu une envie on va dire, d'améliorer les pratiques médicales. Et c'est vrai que la recherche était un moyen pour pouvoir, en fait, découvrir de nouvelles choses et surtout travailler avec d'autres gens non médecins. C'est-à-dire des scientifiques, mais pas des chirurgiens, pas des médecins. Et en fait, j'ai appris que, en fait, les nouvelles technologies, c'est en fait en partageant, qu'on appelle ça nos points de vue entre différentes spécialités, différents métiers, qui fait qu'on va amener quelque chose de nouveau.
Et moi, c'est ça que j'ai appris dans la recherche. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai fait un parcours de médecin, de chirurgien, en faisant l'internat, le clinica, tout ça. Et après, j'ai fait un parcours de chercheur où j'ai fait un master 1, master 2, thèse de sciences, jusqu'à ce qu'on appelle l'HDR, l'habilitation à diriger la recherche, pour pouvoir en fait diriger une unité de recherche. Et j'ai mené en fait ces deux vies entre on appelle le côté clinique, donc clinicien, et chercheur en parallèle. Où faut pas se mentir, je me lève assez tôt, très tôt le matin pour pouvoir justement m'occuper de mes étudiants et en même temps m'occuper de mes patients pendant la journée. Donc je vais pas mentir, c'est quand même c'est un train de vie que beaucoup de gens, on va dire, ne veulent pas. C'est surtout ça en fait le truc, c'est qu'ils ont pas tellement envie de se mettre dans ce genre de choses. C'est une charge de travail qui est énorme et bravo, tu es aussi cofondateur de Maison Abeille. Oui, avec mon confrère le docteur Assouline. Donc moi, c'est vrai que je te connais déjà un petit peu, parce qu'on s'est déjà côtoyés, on a fait déjà du contenu ensemble, etc. Qu'est-ce que les gens disent, ou quelle est la réaction des gens quand tu leur dis que tu es chirurgien esthétique? Parce que moi, tu vois, quand je leur dis que je suis maquilleuse, alors tout de suite, regarde, tu peux regarder mes cernes, tu peux regarder ci. Alors en tant que chirurgien esthétique, est-ce que tu trouves pas que tu as une certaine proximité directe avec les gens? C'est quoi la réaction première finalement que tu as en général? La réaction qu'ils ont, c'est je vais vous la faire. C'est là la caméra? C'est que vous avez quel âge? Voilà, c'est ça en fait qu'ils font. C'est plutôt quel âge j'ai. Donc moi je suis hyper flatté. Après je leur dis j'ai pas 25 ans quand même, je les rassure. Mais c'est quand vous avez fait vos chirurgies déjà, il y a toujours tous les gens qui me connaissent donc, pas ou qui me voient. C'est vrai qu'après ça c'est de famille. Ça, je remercie mes parents s'ils font assez jeunes. Donc ça c'est la première chose. Donc ça c'était la première question. Pas en consultation, c'est-à-dire dans la rue. Dans la rue. Ça, tu fais quoi comme métier? Je suis chirurgien esthétique. Ah oui, donc ils se sentent. Alors déjà ils se sentent jugés. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est? Ils se sentent jugés et après, assez rapidement, ils posent beaucoup de questions sur le, on va dire le profil des patientes. Ils veulent vraiment savoir. Beaucoup veulent vraiment savoir ce que je fais, quel type de chirurgie. Est-ce que toutes les patientes font ça? Et puis, en fait, il y a beaucoup de tabous en fait dans ce métier. On va y venir. Voilà. Et en fait, c'est incroyable ce que tu es en train de dire, c'est que finalement les gens ils posent plus des questions sur les autres. Oui, pour savoir si eux, leur pensée n'est pas complètement dingue. De toute façon, il y a des réels tabous. Est-ce que il y a des idées reçues qui t'agacent sur la chirurgie esthétique, justement des tabous qui t'agacent un petit peu sur la chirurgie? Non, et déjà de base, il y a rien qui m'agace parce que bon, qui suis-je pour que je m'agace comme ça? C'est pas une question qui m'agace, mais c'est vrai que en chirurgie esthétique, beaucoup de gens pensent qu'on fait tout, c'est-à-dire que en fait en tant que chirurgien plasticien, on a quand même des spécialités différentes, ça veut dire que toi en tant que maquilleuse, tu vas pas tout faire non plus, c'est-à-dire qu'il y aura des choses où tu vas être plus spécialisé et c'est vrai que aujourd'hui, il y a un peu un domaine de la surspécialisation et c'est vrai que il y a certaines chirurgies qu'on fait pas. Et donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va le dire, les patients sont de plus en plus informés via Instagram, via les réseaux, etc. C'est drôle parce que tu arrives forcément à la question d'après en fait. Ouais, mais c'est incroyable, docteur Lelouch. On n'a même pas révisé ensemble. On n'a pas révisé. Tu vois, ça vient tout de suite. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Non mais c'est la question suivante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, vu que les gens sont beaucoup plus informés, etc., il y a moins de côté naïf qu'on pourrait avoir il y a eu quelques années. Mais tu vois quand même qu'il y a un certain jugement avec la chirurgie. Oui, il y a un jugement, mais après, c'est vrai qu'il y a aussi les empreintes un peu, on va dire, américaines. C'est-à-dire que de plus en plus, des gens s'assument. C'est-à-dire qu'ils veulent faire plus jeune. La société, on attend qu'on fasse plus jeune. Donc, ok, c'est comme un jeu. C'est-à-dire que avant le Botox, vous savez, rien que faire le Botox, c'était on dirait ce qu'on faisait. Aujourd'hui, tout le monde un peu rend ce geste très bénin. Et c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, non médecins qui osent faire ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est là où est le danger. C'est-à-dire que tout devient un peu commun, mais il faut pas oublier que c'est pas des gestes anodins et qu'il faut faire attention et que c'est médical. Et il faut savoir justement où est la limite et que faut pas confondre un maquillage ou qu'on appelle ça une crème hydratante avec une injection. C'est pas la même chose. Et c'est vrai que ça peut pas être fait par n'importe qui. Voilà, et c'est pour ça que ça aujourd'hui, il faut aussi un peu le rappeler, c'est-à-dire qu'on peut pas faire n'importe quoi avec ce genre de pratique. Tu penses que les réseaux sociaux, aussi un petit peu la télé-réalité, c'est venu un petit peu abîmer la chirurgie esthétique? Alors ça dépend de quelle télé-réalité. Il y a des télé-réalités qui, on va dire, qui donnent la voix, on va dire à des gens qu'on donnait pas. Donc on va dire il y a souvent en télé-réalité il y a pas de filtre. Donc tout passe et donc ça peut aider certains patients. Après je pense que
Je pense que moi, je suis plutôt d'avis que aujourd'hui, l'information, elle se compartit dans plein de choses. C'est-à-dire, il y a les médias, il y a les réseaux, il y a les TRT, il y a plein de choses. Et un peu, chaque personne a un peu envie de recevoir une certaine partie de l'information. Donc aujourd'hui, pour moi, tout peut être bien. Faut juste que les gens qui font de mauvaises pratiques, eux, faut dénoncer. C'est plutôt ça. C'est que moi, ce qui m'importe, pas le canal de distribution. C'est pas qu'une distribution. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, quels sont les bons gestes pour la sécurité du patient. Après, le canal et comment ça passe. Ça, à la rigueur, pour moi, c'est moins. Je pense que chacun a envie de recevoir une information différente par un canal différent, et donc si les TRT peuvent aider des gens à, on va dire, comprendre mieux un phénomène, pourquoi pas. En fait, si j'ai voulu faire ce projet, c'est parce que je me suis rendu compte qu'autour de moi, donc moi, je suis maquilleuse, je côtoie énormément en particulier des femmes, même si évidemment tout le monde est amené à pouvoir écouter ce super podcast. Je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme manque de confiance en soi, et en fait, j'ai décidé d'inviter, donc une fois toutes les 2 semaines, quelqu'un soit qui m'a aidé à avoir confiance en moi, soit qui est capable d'aider à avoir confiance en soi. J'aimerais que tu nous expliques, selon toi, à ton niveau, à quel niveau t'arrives à aider quelqu'un à avoir confiance en soi. Comment tu peux aider justement tous ces gens-là qui nous écoutent et qui ont peut-être peur de passer le cap et qui n'ont pas confiance en eux? Très bien. Il y a beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Alors c'est vrai que la confiance en soi, c'était quelque chose, on va dire, nous, on fait partie d'un arsenal. C'est-à-dire qu'évidemment, nous aussi, ce qu'on dit à nos patients, c'est que c'est très important, d'ailleurs même dans l'interrogatoire, c'est qu'on se renseigne sur le mode de vie des patients, sur ses antécédents, sur si elle prend des médicaments, ses règles diététiques, est-ce qu'elle fume, qu'est-ce qu'elle mange, etc. C'est très important de mettre la patiente. En fait, on n'opère pas une poitrine, on n'opère pas un nez, on n'opère pas une bouche, on opère une patiente. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de bien comprendre un petit peu ses interactions avec son environnement. Et ça va vraiment même conditionner le résultat de nos chirurgies. Ça veut dire que, et d'ailleurs, c'est pour ça, je sais pas si tu sais, Abby, mais quand on fait un devis, par exemple, pour une patiente, par exemple, peu importe l'intervention chirurgicale, on peut pas l'opérer tout de suite. Il faut minimum 15 jours. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'une prise de conscience. Exactement. Entre le moment où elle prend rendez-vous pour sa consultation, et le moment où elle doit accepter le devis, vous laissez une. Exactement. D'accord. Et aussi, c'est très. Elle a le temps de vraiment réfléchir et d'être sûre d'elle, en fait. Exactement. Et c'est très important pour nous de savoir qu'est-ce qui la gêne vraiment. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont une petite bosse, il y a des gens, etc. Mais ça veut pas dire que c'est vraiment ça qui la gêne, en fait. Ça veut dire que nous, en chirurgie plastique, on n'a pas tous les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'une patiente qui vient après des grossesses, qui a le ventre qui tombe, etc., on peut pas dire que c'est la même chose qu'une patiente qui a une petite bosse, ou alors une autre qui a un petit grain de beauté ici qui la gêne, que personne ne voit, mais qui elle la gêne vraiment. Et donc c'est très important de bien évaluer ça, parce que si on l'a pas bien évalué, en fait, les patients peuvent être déçus de nos chirurgies. Même si nous, notre vision, elles sont super bien. Comment finalement t'arrives à l'évaluer ça? Parce que un complexe, très souvent d'ailleurs, les complexes, je trouve que c'est souvent dans la tête. Alors, ce n'est pas que dans la tête, non, mais c'est pas que dans la tête. Mais très souvent, tu vas avoir quelqu'un qui va dire, mais regarde, tu vois bien que mon nez, il est comme ci ou comme ça. Comment toi t'arrives à être objectif et à dire non, c'est pas le cas, par exemple? Alors c'est pas une question d'être objectif, mais je pense que un peu comme toi et moi on partage sûrement des critères de beauté par rapport à notre environnement, par rapport aux normes socio-culturelles, par rapport à tout ce qu'on voit à la télé. Je sais pas moi, tu vois aujourd'hui les magazines. À un moment ils disaient, quand on voit des modèles de femmes dans la télé, enfin les grandes stars, etc. Ils donnent quand même une certaine, par exemple à l'époque des Kardashians. À l'époque, moi je me souviens. Moi, j'ai été interne en 2012, donc j'ai pu voir depuis 2012 pas mal de patientes. Et par exemple, l'effet Kardashian, le fait d'avoir de l'hypo-feeling de fesses, ça, par exemple, c'est typique, un truc qui était pas, il y a 20 ans, il y avait pas ça. Donc en fait, peut-être de dissocier la vraie chirurgie, entre guillemets, et la chirurgie un peu à la mode. C'est ça aussi, exactement. Et je veux dire, il y avait plein de patientes, au contraire, il y a dans les années, à l'époque, d'Adriana Karambeu ou d'autres modèles comme ça, fallait plutôt être menu, fallait plutôt les standards de poitrine avantageuse. Voilà, il y a des standards quand même différents. Et c'est vrai que faut prendre conscience aussi de ça, que en fait que les habitudes ou que les gens nous demandent peuvent être aussi un petit peu corrélés à ça. Après, il y a quand même une différence entre les patients de 20 ans, les patients de 30 ans et les patients de 40 ans et plus. C'est-à-dire que en termes de maturité et de ce qu'elles veulent,
ça évolue dans le temps. Moi, j'avais lu un truc, je sais pas si tu valides, comme quoi la chirurgie esthétique, elle avait vachement changé, surtout en termes de tranche d'âge, surtout justement par rapport clairement. aux filtres des réseaux sociaux, Clairement. où en fait, finalement, on est quand même sur une génération, alors je parle d'une génération un petit peu plus jeune que moi, qui se voit, il y en a qui ont tout le temps des filtres, on le voit, hein, des jeunes filles ou des jeunes garçons, peu importe, qui vont se regarder qu'avec des filtres. Donc évidemment que dans la réalité, ils ont pas ce visage-là, et du coup ils vont avoir une petite addiction en fait à la chirurgie esthétique ou à la médecine esthétique. Non, mais ça c'est clairement démocratisé, c'est-à-dire que aujourd'hui l'avènement du botox, de l'acide hyaluronique, les pommettes levées, les définitions, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'effet où aujourd'hui on veut un effet waouh. C'est-à-dire que tout de suite, des avant-après, on voit en termes même de nombre de vues, etc. Si on n'a pas fait l'angle parfait, d'ailleurs c'est assez intéressant de voir quand je poste certaines images, je vois un peu ce qui plaît, etc. C'est-à-dire que la même personne, vous la prenez en avant-après un peu différent avec certaines lumières, etc. C'est pas la même chose et on voit que c'est ça, c'est que aujourd'hui il y a plein de patientes de 30 ans qui ont clairement pas de rides, mais si on leur met du botox, évidemment ça va lisser. Mais ça c'est assez nouveau. C'est-à-dire qu'avant les patientes de 30 ans, il y a 20 ans, elles avaient pas du tout l'envie de faire du botox à 30 ans et d'ailleurs on trouvait qu'elles étaient bizarres. Aujourd'hui, la plupart de mes patientes ont 30 ans pour faire du botox. Et elles commencent beaucoup plus jeunes aussi. Elles commencent plus jeunes parce que aussi, alors c'est vrai, c'est un peu un adage qu'on dit en chirurgie esthétique, c'est que plus on commence jeune le botox, en particulier avant la formation des rides. J'avais une question là-dessus. Et ça c'est vrai. Et plus c'est vrai que ça retarde un peu la formation. Après, faut savoir que la formation de rides, c'est pas uniquement le fait d'une contraction musculaire, c'est aussi la qualité de la peau. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui, on a des moyens d'améliorer une face de quelqu'un, pas seulement en faisant des interventions soit de médecine esthétique ou de chirurgie esthétique, mais il y a aussi aujourd'hui toute une gamme de sérums, de crèmes. Et c'est vrai que aujourd'hui, le chirurgien plasticien aussi doit être au courant de ça pour pouvoir justement allier qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue de la texture de peau et qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue de la forme du visage. Et donc c'est un peu cette harmonie-là qu'on essaie de chercher avec la patiente. Et toujours pareil, moi c'est un peu ma philosophie, c'est que plus on essaie de faire quelque chose, on va dire, de naturel et on va dire, le but en fait c'est surtout un embellissement, plutôt qu'une transformation. Sublimez-vous. Voilà, sublimez-vous. Est-ce que ça a été déjà arrivé de dire non? Alors oui. La question que tu peux me poser, c'est quelle est la raison numéro 1 pour dire non? Tu me la poses ou pas? Quelle est la raison numéro 1 pour dire non, Alex? Alors la première raison, alors c'est surtout dans les chirurgies de ce qu'on appelle de la silhouette. Okay. C'est-à-dire que tout ce qui est lipoaspiration, tout ce qui est abdominoplastie, etc. En fait, il y a un vrai travail d'équilibration du poids et surtout un vrai timing. C'est-à-dire que nous, en fait, en chirurgie esthétique, si jamais dans ce genre de chirurgie on opère un patient qui est en surpoids, mais en fait, ça ne fera pas des super résultats. La patiente ne sera pas satisfaite et surtout, en fait, la patiente sera déçue. Et donc c'est vrai que nous, en fait, il faut avoir la bonne indication pour pouvoir opérer ce genre de patient. Et c'est vrai que une des raisons pour lesquelles je dis non, c'est il faut juste perdre plus de poids pour pouvoir justement avoir le poids idéal pour pouvoir faire la chirurgie. Mais au niveau, en fait, ma question c'était plutôt au niveau de la face. Au niveau de la face, ou voilà que tu dises, est-ce qu'on t'a déjà demandé un truc complètement loufoque en fait et t'as été obligé de refuser? Alors c'est vrai que j'ai eu quelques demandes. J'ai eu quelques demandes effectivement, on va dire un peu loufoques, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui viennent et qui vont montrer une poitrine qui est complètement pas du tout adaptée à leur morphologie. Exemple, une patiente par exemple qui a les seins très ptotiques, enfin qui tombe beaucoup, qui est plutôt vers 45 ans, quelque chose comme ça, et elle me montre une poitrine d'une patiente très très mince de 22-23 ans avec des implants mammaires qui ont donc une poitrine très haute, en plus avec un soutien-gorge qui sert très haut. Donc en fait c'est des demandes inadaptées, c'est-à-dire que nous on leur montre un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec cette poitrine. D'ailleurs aujourd'hui on a des logiciels pour mimer un peu ce qu'on peut faire et ça aide vachement. On prend la patiente en 3D, on a son buste en 3D et on peut mimer le fait de faire une mastopexie, c'est-à-dire le fait de remonter les seins, voir des implants mammaires. Et en fait la patiente peut voir le résultat
potentiellement attendu. Donc ça nous aide vachement dans la chose. Après, les autres choses loufoques, honnêtement, faudrait que je réfléchisse quelles sont les demandes complètement loufoques, parce que de façon générale, les patientes qui viennent nous voir, elles ont quand même une idée sur ce qu'elles veulent. Et elles ont déjà, avant de venir nous voir, elles ont déjà pas mal réfléchi à la question. Et c'est vrai que je dois avoir peut-être 2-3 histoires dans ma tête, mais c'est vraiment pas la norme d'avoir des histoires loufoques. Ok. Bon, Alex, je t'ai préparé un petit vrai-faux. Super. Avec plein de clichés. Top. On adore les clichés. On adore les jeux. On adore les clichés. Hein. On adore les clichés. Ouais. Donc, let's go, c'est parti. Je me permets de prendre mon téléphone. Donc là, je connais pas, juste qu'on soit d'accord, hein, je connais pas les questions, donc je vais tout découvrir. Non, je dis juste que ton audience... Are you ready? T'inquiète pas, ils me font confiance. Ils font confiance? Ah, ok. Bon, s'ils ont confiance. La chirurgie esthétique, c'est plus psychologique que physique. Faux. Pourquoi? Non, c'est la plupart des gens qui viennent nous voir, il y a clairement quelque chose en fait, moi, dans la mesure où quand un patient me voit et je sais que je peux l'améliorer, c'est bien qu'il y a quelque chose, voilà, c'est que il y a quelque chose qu'on peut améliorer physiquement. Et c'est vrai que voilà, un patient qui vient avec une grosse bosse au niveau du nez, ou alors avec un cou complètement relâché, etc., elle veut pas dire que c'est psychologique. On voit que nous, en tout cas, il y a des critères anatomiques qui veut dire oui, il y a un relâchement, oui, il y a une bosse, etc., etc. Donc, et puis nous, on va jamais, enfin, je veux dire, tous mes confrères chirurgiens plasticiens, on va jamais s'engager dans une chirurgie où on met notre responsabilité, ou potentiellement s'il y a des problèmes, on va suivre les patients, etc. Si c'est un truc psychologique, on va pas se mettre dedans. Donc, si on décide d'opérer, c'est que... Est-ce que tu penses pas qu'aussi t'as un regard critique, plus critique, parce que t'as un œil, forcément, qui est un petit peu aiguisé à l'esthétisme parfait. Alors, c'est vrai qu'on a un œil aiguisé, on va pas les chercher dans la rue. Et s'ils viennent à nous, c'est que quand même... Ils ont déjà. Ça vient d'eux, quand même. En vrai, la démarche, je trouve que, moi, personnellement, je trouve que déjà quelqu'un qui fait la démarche, c'est quasiment le plus gros du travail. C'est ça, on va pas venir, c'est sûr que quelqu'un qui vient avec un truc, voilà, un cou relâché, etc., je peux lui dire, écoutez, allez voir le psychiatre et on en reparle. Non, ça, sinon, je pense que je fermerai mon cabinet assez rapidement. Alors, j'aime bien cette question. Moi, j'ai déjà ma réponse. Les hommes assument moins leur rapport à la chirurgie esthétique que les femmes. Ah oui, ça c'est sûr. C'est vrai. Comment t'expliques ça? Ça c'est sûr. Alors déjà c'est en train de changer. C'est comme qu'avant les hommes fumaient et pas trop les femmes. Le ratio s'est inversé. Comme tout en fait, j'ai envie de dire, c'est en train de s'égaliser sur plein de choses parce que voilà, aujourd'hui, on va dire le rôle de l'homme et de la femme en société s'équilibre de plus en plus. Voilà, s'équilibre de plus en plus. Donc nul doute que les hommes assument de plus en plus. Et c'est vrai, on a de plus en plus d'hommes en consultation. Donc on va dire pour moi, là on est en 2025, mais tu me reposes la question en 2035, j'ai envie de te dire non, c'est sûrement, ça sera sûrement pareil. Et en général, les hommes, ils viennent pourquoi? Alors les hommes, enfin chez moi en tout cas, parce que je parle par rapport dans ma pratique, le critère numéro 1, c'est ce qu'on appelle la gynécomastie. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont un petit peu de sein. Donc c'est en fait dû à un effet qu'on appelle peut-être à une prise de poids. Alors, c'est pas dû au poids, souvent c'est un résidu de glande. Donc on enlève, c'est un peu de glande mammaire que certains hommes ont. Et donc du coup on l'enlève. Ok. Ça c'est l'opération qui fait le plus. Pour les hommes, oui. Ça avec la liposuction du ventre. Ouais, liposuction. Voilà. Après le reste, oui, j'ai des liftings, mais bon, par exemple des liftings, je dois avoir 9 femmes et un homme en termes de ratio. C'est intéressant. Ouais. Une personne qui est sûre d'elle n'a pas besoin de chirurgie. Faux. Au contraire, souvent les personnes sûres d'elles veulent contrôler leur image et au contraire, moi je pense que il y a plus de gens sûrs d'eux que pas sûrs d'eux, parce que s'ils sont sûrs d'eux, justement ils ont, d'ailleurs ils savent déjà ce qu'ils veulent, c'est même limite eux qui lisent la consultation, c'est les profils, on va dire les profils type les alphas quoi, c'est-à-dire ils savent ce qu'ils veulent, ils ont leur idée en tête. Après, c'est une question d'organisation. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils veulent déjà comment on va s'organiser les choses. Mais au contraire, les gens pas sûrs d'eux, ils viennent pas forcément où ils tournent autour. Mais non, les gens sûrs d'eux, d'ailleurs, ils vont assez rapidement à la chirurgie. Ils n'hésitent pas parce que pour eux, ils veulent toujours être en forme et ils veulent pas. Alors, c'est pas qu'ils veulent ne pas vieillir, c'est qu'ils veulent bien vieillir. C'est ça surtout qu'il faut retenir. C'est que c'est pas vrai de dire oui. La part des gens, ils veulent pas avoir un résultat complètement disproportionné ou alors non réaliste. La plupart, ils veulent juste bien vieillir
pour leur famille, pour continuer à travailler, pour tout ça. Pour se sentir bien. Pour se sentir bien et en forme. On critique celles qui abusent, mais on idolâtre celles chez qui on ne voit rien. Ça, je trouve que c'est vachement vrai pour les célébrités. Souvent pour les femmes, c'est-à-dire que alors je sais plus c'était quelle célébrité. Je me demande si c'était pas Courtney Cox ou Demi Moore. C'était pour Demi Moore et je me rappelle qu'elle avait eu une vague de critiques. Je crois que c'était pendant les Golden Globes parce qu'on disait en fait elle était hyper belle et on disait oui mais c'est normal, elle a fait plein de chirurgie esthétique. Du coup c'est-à-dire qu'en gros quand tu fais de la chirurgie finalement on va le critiquer, mais quand une femme qui va s'assumer. Alors ça aussi, il y a l'effet on-off, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont faire qui ont commencé la chirurgie esthétique assez rapidement, dès qu'il y avait un petit excès de peau au niveau des paupières supérieures, elles l'ont vite fait. Dès qu'il y avait un petit peu de l'abat-joue qui venait, elles ont fait peut-être des injections ou alors du botox, et donc elles ont été assez proactives dans leur vieillissement, et d'autres qui attendent et à 65 ans, tac, ravalement complètement de passade. Je vois ce que tu veux dire. Et donc cet effet on-off, c'est un peu choquant. Il peut choquer, surtout quand vous avez 45 000 caméras sur vous et franchement ça va pas être agréable d'être une star comme ça où il y a vraiment c'est vrai que c'est pas on a toutes les photos sur les ouais, ça m'arrive très souvent et c'est vrai que c'est vraiment hyper compliqué. C'est pour ça. C'est très compliqué à gérer. C'est pour ça que tu dois comprendre ce genre de choses. Je comprends tout à fait, c'est un sujet très sensible. Mais en tout cas c'est vrai que ça va pas être facile, mais oui et surtout aujourd'hui, il y a des nouvelles techniques, en particulier de lifting. Moi, je suis très impliqué dans cette chirurgie. J'ai eu la chance de travailler avec un des chirurgiens un peu stars qui s'appelle le docteur Kevin Sadati, qui est un chirurgien de Newport Beach et pour lequel il a créé une technique pour lequel j'ai pu l'aider à publier ce papier. Et du coup, je fais aujourd'hui sa technique chirurgicale. Et c'est vrai que ça a donné, les patients perdent en moyenne 15 ans. Avec un coût complètement relâché, quand on remet tout en tension, etc. Et c'est vrai que les photos peuvent être assez impressionnantes. Alors ça fait naturel pour des patients qui ne connaissent pas, pour des gens qui connaissent pas la patiente, ils vont dire waouh, elle est super bien. Ouais. C'est sûr que si vous la connaissez avant et après, c'est choquant. C'est pour avoir opéré des gens dans ma famille. Et pour avoir vu les amis des gens que j'ai opérés, ils m'ont dit on l'a retrouvé il y a 15-20 ans. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, surtout quand on opère de notre famille, c'est-à-dire que on voit en fait comment l'environnement va interagir autour d'une chirurgie. Et ça c'est une de mes expériences que j'aime bien partager, c'est-à-dire que quand on opère des gens lambda, bon, on voit, elles sont contentes, elles reviennent en consultation, elles nous disent un petit peu des histoires qu'elles ont eues, et c'est toujours intéressant, j'adore les écouter sur ça, mais c'est vrai que quand vous opérez les gens dans votre famille, que vous voyez un peu tout votre environnement, qui a chacun son avis sur la question, c'est vrai que moi, je me tais, je fais la petite souris et j'écoute, et c'est vrai que ça me permet de voir un peu comment ces chirurgies-là sont vécues par l'entourage. J'aime bien celle-ci, c'est la dernière. Plus on fait de la chirurgie esthétique ou médecine esthétique plus on en devient accro. Ah, ça, 100%, clair. Alors qu'on devrait jamais commencer finalement. C'est pas moi qui vais le dire. Ça, j'aurais terminé là-dessus. C'est quoi pour toi, Alex, quelqu'un de beau? Quelqu'un de beau? Déjà, c'est quelqu'un qui s'assume. Quelqu'un de beau, c'est quelqu'un qui s'assume parce que quand tu t'assumes, en fait, peu importe le visage, le faciès, tu transmets, en fait, et ça, c'est hormonal, c'est-à-dire qu'on produit des choses en nous, un peu de la séduction, quand on s'accepte comme on est. Et donc, c'est pour ça que, l'exemple de Gainsbourg, on peut dire que c'était le plus beau. Et Vincent Cassel. Un peu moins d'accord, mais peu importe, il y a plein d'exemples, de gens qui n'ont pas des critères de beauté comme Brad Pitt ou Tom Cruise, qu'on va dire un certain critère de beauté universel, mais ils ont quelque chose qui fait qu'ils sont assumés. Alors quand on s'assume, que ce soit un homme ou une femme, ça nous rend beau. Ça nous rend beau, et puis en fait le fait de voir quelqu'un qui a confiance en lui fait qu'on se sent en confiance nous-mêmes. Donc du coup ça enlève certaines barrières, on va dire de physique. Tu trouves qu'aujourd'hui il y a trop de pression sur l'apparence? Oui et non, c'est-à-dire que oui, il y a de la c'est-à-dire que je vois pas quelqu'un qui va dire t'es trop moche et on va te faire une réflexion.
Tu vois, Oui. c'est-à-dire que c'est un peu toi qui te mets la pression. Bah, c'est aussi avec les réseaux sociaux. Moi, Avec pour les le coup, réseaux je peux en sociaux, parler. mais- Je trouve que les réseaux sociaux, autant ça peut vachement t'aider parce que aujourd'hui, bah, tu sais faire du sport seul, tu sais te maquiller seul, tu sais te coiffer seul, etc. Mais en fait, t'as l'impression qu'il y aura toujours mieux. Bah après c'est comme tout, c'est que je pense qu'aujourd'hui il faut prendre la distance sur tout ce qu'on produit et tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que t'auras des gens qui vont te critiquer, t'auras des gens qui vont t'aimer, mais il faut l'accepter, c'est-à-dire que en vrai qu'il y ait 2 personnes qui te détestent ou 45 000 personnes qui te détestent, en vrai ça a le même effet. Donc il faut comprendre que il y aura des gens que tu peux être la plus belle femme au monde, tu auras des critiques et en fait justement encore plus des réseaux, c'est que vu qu'on sait que personne ne fait consensus à 100%, fais ton truc et avance. Alex, est-ce que toi, t'as confiance en toi? Écoute, moi la confiance en moi, pour te répondre rapidement, oui, j'ai confiance en moi, mais attention, la confiance en moi, je l'ai surtout, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut avoir confiance aujourd'hui et pas avoir trop confiance demain. En fait, ce qui fait que j'ai confiance, c'est surtout avec les gens avec qui je suis. Les gens, que ce soit dans ma propre famille, les gens avec qui je travaille. Et ça, pour moi, c'est un des critères. Le critère numéro 1 de confiance en soi, c'est surtout une chose. Est-ce que je l'ai dit ou pas? Je sais pas si est-ce que ils veulent savoir? Je pense qu'ils crèvent pour savoir. Est-ce qu'ils veulent savoir? Appuyez sur le bouton like. Appuyez y a pas ça tout ou de pas suite sur le bouton like, comme ça, il va le dire. Et j'attends. Allez, J'arrête de faire le lourd. 1 heure plus tard. Non, c'est surtout éliminer les gens nocifs de votre entourage. C'est le premier chose. J'adore. Et ça partout. J'adore. Et je vais dire des C'est choses. tellement vrai. Mais vraiment. Et je vais dire des choses, même dans ton travail où tu crois que tu vas monter avec une telle personne, mais si celle-là elle est négative, fuis-la. Fuis-la. C'est pas comme ça que tu monteras. Et d'ailleurs, moi, dans ma carrière, je me suis échappé de gens nocifs. Même des gens où j'avais un avenir de professeur, etc., de choses dans certains hôpitaux. Il y avait une telle nocivité que j'ai préféré partir et faire une autre voie. Et d'ailleurs, d'autres gens m'ont accompagné et j'ai pu grandir avec eux. Et en fait, le but, c'est que, mais beaucoup de gens, ça paraît simple ce que je dis, hein, mais beaucoup de gens, Non, et loin vraiment d'être simple. réfléchissez, les gens avec qui vous êtes, vos amis, qui vous critiquent, etc. Et si eux, en fait, c'est eux qui vont vous donner la confiance, en fait. C'est votre entourage. Pour toi, c'est beaucoup l'entourage. Mais c'est que l'entourage. Et ton métier, il t'a aidé aussi à avoir Mais confiance en toi, je pense. Mon métier, je vais te dire un exemple. Je suis chercheur et chirurgien. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire mes premiers papiers, je te dis franchement, c'était nul. Mes premières recherches, mes premiers protocoles, c'était vraiment nul. Mais j'étais avec un mec, et je vais dire son nom, ça s'appelle Curtis Cetrullo. Donc il était chirurgien à Harvard Medical School et maintenant il est chef de service à Cedars-Sinai et à Beverly Hills. J'espère que vous avez apprécié l'accent. Beverly Hills. Voilà. Yeah. Et donc lui, je me souviens, au début, il voyait que je faisais des efforts. Il me disait great job et derrière il me disait tout ce qu'il fallait corriger. Mais en fait, il m'avait donné tu vois, l'énergie pour continuer parce qu'en fait, peu importe ton niveau où tu pars, je vais dire un truc, dans n'importe quel métier, tu pars d'ici et tu montes après. Faut pas croire que il y a l'action divine qui va dire voilà, tu vas être fort, etc. Ça marche pas comme ça. Bah, de toute façon, c'est toujours en progression. Pareil, Et de quoi? Mais pour être en progression, faut avec des gens positifs et des gens qui t'aident. Et une fois que tu as ces gens-là, après, t'as plus de limite. Et donc c'est à nous, vraiment, et encore aujourd'hui, je dis ça vraiment, dès qu'il y a des gens négatifs, tout simplement, fuyez-les, et surtout, ne regardez pas derrière vous. Et c'est grâce à ça qu'on a confiance en soi. Ah ouais, 100%, pour moi c'est ça. Pas mal. Mais en fait, finalement, tu fais ça, pas pour transformer, mais vraiment pour que les gens se sentent bien. Exactement. En fait, il faut savoir que tout ce qui est de la chirurgie esthétique, toutes les bases de chirurgie esthétique viennent de la chirurgie reconstructrice. C'est-à-dire que tout ce qui est même les implants, c'est venu des expandeurs débrûlés. Il y a toute la chirurgie reconstructrice va après donner la chirurgie esthétique. Et donc, les deux sont intimement liés. Tous les chirurgiens plasticiens ont fait la reconstruction, sans exception, ça fait partie de notre formation. Après, c'est vrai qu'on aujourd'hui, moi, par exemple, je traite des cancers de peau, je fais des reconstructions, par exemple, quand il y a une patiente qui a un cancer au niveau du nez, il faut reconstruire le nez. Donc, il y a beaucoup de choses, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a tous ces idées, comment on appelle ça, cette valence reconstruction esthétique. Et c'est vrai que, du coup, et c'est seulement justement avec cette valence-là que on reste quand même des médecins. Ça veut dire que
une patiente aussi, quand elle a envie de faire quelque chose, nous, il faut voir du point de vue au point de vue anatomique, est-ce que c'est possible de le faire? Et c'est là où en fait la discussion avec une patiente, on trouve un point d'ancrage, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'on peut, et on voit ça comme ça. Mais je te rassure, les patientes sont hyper informées et elles savent ce qui est possible et ce qui est pas possible, je te rassure. Qu'est-ce que tu dirais pour finir à une personne qui nous écoute ou qui nous regarde et qui manque de confiance en soi et qui aurait besoin d'un petit coup de boost pour se sublimer? Parce que là, on est sur sublimer, toi, t'es vous. Donc, faut que tu fasses ta partie du contrat. Toi, derrière cette caméra, si tu veux avoir confiance en soi, sache que la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'acquiert tous les jours, qui se travaille tous les jours. Et donc, c'est pas grave, des fois, que t'aies pas confiance en toi aujourd'hui. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que t'aies confiance en toi demain. Et donc, accroche-toi, entoure-toi des bonnes personnes, continue à travailler et sache que c'est dans la capacité de tout le monde. Et je peux te dire que j'ai vu des gens qui avaient pas de mains, qui avaient pas de jambes, qui avaient pas grand chose, mais qui ont une force de gens qui ont 10 mains et 10 jambes. Donc, à toi de choisir si tu vas avoir confiance en soi, en toi. Et si tu le veux, c'est sûr que tu le peux. Ça demandera du travail. On a tous notre travail à faire, mais en tout cas, c'est entre tes mains. Dernière question. Ouais, dis-moi. Où tu seras dans 10 ans? Oula. Alors écoute, épisode 4. Alors où je serai dans 10 ans, je vais te dire un indice. Ah. Bleu, blanc, rouge. Voilà. Bleu, blanc, rouge. Okay. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose? Ou tout est dit? Pour une dernière chose peut-être, pour toutes celles qui veulent faire de la chirurgie et de la médecine esthétique, c'est très important de bien vous renseigner, de bien voir les techniques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles techniques qui existent. Et c'est important d'en parler à votre chirurgien parce que aujourd'hui, on voit plein de choses sur les réseaux, on voit des chirurgies complètement délirantes et c'est très important. Moi, j'adore quand les patientes viennent, me montrent des chirurgies sur Instagram, etc., voir si c'est possible de faire sur elles. Et en fait, tout est explicable. Nous, on a une chirurgie. C'est pas comme une chirurgie, on va dire, intra-abdominale, comme de la chirurgie hépatique où on voit pas ce qui se passe. Nous, quand on fait quelque chose, ça se voit directement. Donc, on peut tout vous expliquer, on peut tout vous montrer. Ce qui est possible ou pas, c'est très logique. Nous, c'est comme quelqu'un qui monte un meuble Ikea, il a besoin de 3 vis, etc. Nous, au niveau de la face, on peut vous dire ce qui est possible ou pas de faire. Mais c'est très important que vous compreniez qu'est-ce qu'on va vous faire pour que vous puissiez avoir la meilleure chirurgie possible. Et ça, hélas, Internet, c'est un peu compliqué de le comprendre parce que voilà, Internet, tu peux pas tout savoir, vos antécédents, vos maladies, votre texture de peau, etc. Et ça, seul un chirurgien qui est certifié en France peut vous répondre. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous. Merci à toi, merci pour cette interview. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Alex, où on te retrouve? Tes réseaux sociaux? Alors, tu peux me retrouver sur Dr Alexandre Lelouch, DR Alexandre Lelouch. Attention, pas de E, mais normalement, tu devrais le trouver. Ce sera posté. On va s'arranger pour ça. Oui. Et sinon, à Maison Abeille, dans le 16e arrondissement, avec mon confrère le docteur Assouline. Et on a d'autres praticiens qui vont nous rejoindre aussi, où on est un centre, on fait pas seulement de la médecine, de la chirurgie esthétique, on fait surtout d'ailleurs de la chirurgie aussi dermatologique pour les cancers de peau. Et on a justement, on a un cabinet ultra moderne, équipé, où on travaille avec des médecins généralistes qui font de la dermoscopie. On a une dermatologue et on a des chirurgiens plasticiens pour qu'on ait une prise en charge 360. Et donc, vous voyez qu'on fait pas que de la chirurgie esthétique, on fait aussi de la chirurgie du cancer de peau parce que finalement, une bonne santé, c'est quoi? C'est bien vieillir et vieillir surtout longtemps. Merci. Coupé. L'animateur TV, quoi. Si vous voulez suivre le Dr Lelouch, tout est en description. Vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur Maison Abeille qui casse vraiment les codes. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait, à liker et à laisser un petit commentaire. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, sublimez-vous.